Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez dans la foulée, en rattrapage, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la microéconomie prend la relève de l'actualité de marché avec le début de cette saison de publication de résultats aux États-Unis. Quelques résultats pour l'instant qui sont publiés, mais la montée en charge va se faire progressivement au cours des prochains jours et des prochaines semaines. On est focalisé encore sur les résultats du secteur bancaire et du secteur financier au sens large. Pauline Grattel vous apportera les détails des publications des grandes banques américaines dans un instant. Sur le côté macroéconomique, le chiffre du jour, c'est 1,2 trillion de dollars. C'est le montant record de l'excédent commercial chinois sur l'ensemble de l'année 2025 avec cette question: est-ce que cet excédent commercial est structurel? Question que nous poserons à nos invités de Planète Marché dans un instant. Le rythme des marchés est encore plus ou moins positif aujourd'hui, hormis aux États-Unis. On a vu que l'Asie continuait de bien se porter avec toujours ce Takaichi Trade qui bat son plein, et nous évoquerons à nouveau le sujet et l'histoire japonaise qui se développe en ce moment avec nos invités. Et puis nous changerons de géographie dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse pour nous focaliser sur les marchés nordiques, des marchés d'une richesse et d'une profondeur incroyable. Nous en parlerons avec les spécialistes de Pareto Asset Management. L'un des partenaires de Pareto AM sera avec nous en visio dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Grattel qui nous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Avec des indices actions qui ont plutôt tendance à marquer le pas aujourd'hui en Europe. Oui, côté européen, ils avaient pourtant ouvert sur des records pour le FTSE, l'IBEX et le CAC 40 qui a flirté avec les 8400 points avant de finalement revenir à l'équilibre en seconde partie de séance. Avant cela, les marchés asiatiques avaient également atteint des records, notamment le Nikkei, toujours soutenu par la perspective d'élections anticipées au Japon. Côté américain, les marchés actions ont ouvert dans le rouge pour le deuxième jour consécutif, plombé notamment par les résultats des banques. Bon, à commencer par Bank of America qui publiait pour le quatrième trimestre comme les autres et donc l'ensemble de l'année 2025. Oui, la banque fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes. Les activités de trading ont profité d'un regain d'engagement des clients au quatrième trimestre. Bank of America signe une année 2025 positive avec un titre en hausse de 25%, surperformant ainsi le S&P 500. Les perspectives de 2026 sont optimistes. Malgré tout, les investisseurs sanctionnent cette publication. Le titre cède 4%. La publication de Wells Fargo était également au programme. Oui, Wells Fargo fait état de son côté de bénéfices en hausse au quatrième trimestre, mais inférieurs aux attentes. Le revenu net sur la période s'établit à 5,4 milliards de dollars, en hausse par rapport à il y a un an. Ces résultats sont le point d'orgue d'une belle année pour Wells Fargo, pour qui les régulateurs avaient levé en juin une pénalité liée au scandale des faux comptes. Sur un an, le titre progresse de 30%, mais aujourd'hui, il ouvre en repli de 5%. Bon, et puis Citigroup affiche un repli un peu plus mesuré de son cours de bourse, une baisse de l'ordre de 1% après la publication là aussi des résultats de la banque. Oui, et malgré une progression de l'action de 50% sur l'année tout de même, pour le quatrième trimestre, Citigroup fait état d'un bénéfice net de près de 4 milliards de dollars et des revenus ajustés de plus de 20 milliards. La CEO Jane Fraser salue une année solide, des revenus records et un effet de levier opérationnel positif pour les 5 divisions de la banque. Tous les directeurs financiers des grandes banques américaines s'expriment par ailleurs sur la volonté de Donald Trump de limiter le taux des crédits. Oui, à l'image de la mise en garde du directeur financier de JP Morgan hier, c'est aujourd'hui au tour de ses homologues de Bank of America et Wells Fargo de s'exprimer. Le directeur financier de Wells Fargo parle d'un impact négatif important sur l'accès au crédit pour un large éventail de personnes. Celui de Bank of America se déclare favorable aux mesures de l'administration sur l'accessibilité financière. Et puis deux indicateurs macro qui étaient au programme aux États-Unis également, les ventes au détail et l'indice des prix à la production pour le mois de novembre. Les ventes au détail sont supérieures aux attentes en novembre, en hausse de 0,6% sur un mois. Dans leur version cœur, hors alimentation et énergie, elles progressent de 0,5%. Concernant les prix à la production industrielle, ils sont en hausse de 0,2% sur un mois et de 3% sur un an. Quels sont les mouvements qu'on peut observer sur les grands marchés macro, Pauline, à commencer par les marchés obligataires? Les rendements se détendent
redescendre un petit peu aujourd'hui avec un 10 ans américain autour de 4,15%. À noter que le rendement britannique à 10 ans est au plus bas depuis un an, autour de 4,35%. Le dollar est stable avec un euro-dollar autour de 1,1650. Les métaux poursuivent leur envolée. L'or est au plus haut, autour de 4 650 $ l'once, et l'argent bondit encore de 6%, également au plus haut, au-delà de 90 $. Quels sont les rendez-vous programmés demain à l'agenda des marchés ? Les investisseurs prendront connaissance demain des résultats de TSMC. Dans la suite des grandes banques américaines, on attend Goldman Sachs, Morgan Stanley et BlackRock. Côté macro, en zone euro, les investisseurs regarderont la production industrielle et la balance commerciale de novembre. En France, on attend la seconde lecture de l'inflation du mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Alexandre Baradez nous accompagne, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et Anthony Morlet-Lavidalier est également à nos côtés, économiste chez Rexecode et membre du think tank BSI Economics. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. La question à l'économiste, Anthony, que vous êtes, avec 1,2 trillion de dollars donc, d'excédent commercial sur l'ensemble de l'année 2025. La Chine bat un nouveau record, si je puis dire. Ça ne vous étonnera pas. Vous nous alertez depuis un moment sur cette machine à exporter chinoise qui tourne à plein régime, et cette stratégie même de prédation commerciale peut être poursuivie par la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à ce genre d'excédent commercial chinois pour quelque temps encore. Il y a quelque chose de structurel dans cette balance commerciale chinoise. Alors très clairement, moi, j'aime beaucoup regarder la balance commerciale chinoise, non pas global ambiant en incluant l'énergie, parce que c'est un importateur net d'énergie assez massif, mais quand on regarde uniquement les biens manufacturés, c'est 2000 milliards d'excédents. Donc là, ça change encore, ça déforme davantage, dimension. Mais on est encore dans un autre monde. Tout à fait. Et là, il n'y a aucun parallèle qu'on peut faire historique. Même le Japon, dans les années les plus vertueuses, n'avait jamais réussi en proportion du PIB mondial à dégager un excédent pareil. Donc c'est une forme de situation inédite. Évidemment, on se pose la question de savoir si les droits de douane auraient pu ralentir la Chine, mais ce qu'on aurait pu voir avec un petit peu plus quand même de finesse, c'est que depuis 2018, la Chine se prépare à une montée des tarifs douaniers de la part des Américains. Donc ça fait un moment que la plasticité de son commerce international se déploie, et donc la réorientation par des pays tiers était quand même très bien anticipée. Donc on voit que la machine fonctionne parfaitement du côté chinois. Et puis pourquoi c'est structurel ? Parce qu'on voit bien qu'en Chine, il y a deux paramètres. Premièrement, c'est un yuan qui est quand même très bien maîtrisé par la Banque centrale et qui fait qu'on a notamment un euro qui s'est monstrueusement apprécié vis-à-vis de la monnaie chinoise, un dollar qui désormais regagne un petit peu de terrain, mais quand même reste, pour le dire autrement, un yuan massivement sous-évalué, et des prix à l'exportation, parce qu'on a des prix à la production extrêmement faibles. Et là, ça tient aussi aux gains de productivité en Chine. Ils font de tels gains de productivité dans l'industrie manufacturière qu'ils peuvent le redonner aux consommateurs ou aux clients final. Donc on est dans une situation où on ne voit pas de rééquilibrage spontané de cette situation-là. Bon, mais est-ce que c'est pas quand même un caillou dans la chaussure même de la Chine en tant que telle ? Je voyais des officiels chinois qui réagissent en accusant effectivement la politique tarifaire de Donald Trump qui pousse à cette réallocation, cette réorientation des flux commerciaux, parce que la Chine a bien conscience de toutes les critiques qui peuvent lui être faites, et notamment les critiques en provenance d'Europe, par exemple, qui se retrouvent un univers ou un terrain d'exportation encore plus évident quand le marché américain s'est fermé pour la Chine, en partie. Alors elle joue très bien le côté diplomatique, effectivement, parce qu'il faut pouvoir faire accepter la situation telle qu'elle, en disant on promet toujours de faire des efforts qui n'arrivent jamais, mais désormais on est rentré dans une autre phase où, comme c'est le plus gros producteur mondial, c'est un tiers de la production manufacturière, 2030-2035 sera 50% probablement, elle a des moyens de rétorsion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elle discute plus pareil, elle nous dit plus simplement est-ce qu'on peut trouver un compromis, mais si vous mettez des barrières douanières, il y aura des restrictions sur mes exportations, sauf que nous on a besoin des intrants chinois maintenant, mais les États-Unis aussi. Donc on rentre dans une autre phase c'est là où on rentre en forme de guerre économique et qu'on avait assez peu vu venir. En tout cas, les interdépendances désormais sont beaucoup plus favorables à la Chine qu'à l'Europe. On a encore des atouts, il ne s'agit pas de nous dévaloriser, mais très clairement la balance penche plutôt en faveur de la Chine. Et cette autonomie de la production nationale, c'est une stratégie de long terme, c'est pas pour rien qu'ils privilégient le producteur au consommateur, c'est qu'ils ont une volonté de monter en gamme très forte et d'assumer les déséquilibres, mais parce que derrière ça leur donne un pouvoir de négociation qui est juste
product unique au monde. Et donc on oublie l'idée d'une Chine qui pivoterait vers plus de consommation domestique. Ça reste quand même un objectif. Alors oui, mais je pense qu'il est reculé pour la simple et bonne raison qu'ils veulent devenir leader sur les technologies stratégiques, et l'IA en fait partie. Et tant qu'ils n'ont pas atteint ce stade où ils sont vraiment leader mondial, ça passe par le soutien aux producteurs absolu dans tous les cas. Ils ne lâcheront pas. Donc moi, je ne crois pas à un rééquilibrage tant qu'ils ne sont pas absolument leaders sur toutes ces technologies à la frontière technologique. Pas encore le moment qu'ils vont privilégier parce que j'imagine que s'ils voulaient vraiment mettre ce pivot en place, ils pourraient au moins tenter de le faire de manière un peu plus significative. Ils en ont les moyens, bien comme sûr. vous dites. Mais c'est pas encore le moment stratégique pertinent pour eux. Je pense absolument pas. Ils ont besoin d'une autonomie quasi absolue. Ils ont des objectifs géopolitiques. On le voit avec Taïwan. Donc je ne crois pas que dans cette situation, ça soit propice à rééquilibrer en faveur du consommateur. Mais ces focalisations sur le producteur pourraient être, encore une fois, avoir la main géopolitique, puisqu'on voit bien que l'affrontement États-Unis-Chine, ça sera le combat des prochaines décennies, très clairement. Bon, partant de ce chiffre d'excédent commercial chinois et de la stratégie chinoise dont on discute régulièrement, qu'est-ce que ça vous inspire, Sophie, et comment ça se traduit aussi en pensée de marché, si je puis dire? Alors, oui, effectivement, moi, je partage complètement ce point de vue. En pensée de marché, évidemment, on ne joue pas la reprise de la demande interne en Chine. Ça, déjà, c'est une pensée simple. Arrêtons-nous là-dessus. C'est-à-dire que tous les grands groupes européens mondialisés qui ont bénéficié du marché chinois comme d'un Eldorado pendant des années, voire un cycle entier, cette histoire-là, elle n'est pas prête de se reproduire. À la marge, c'est-à-dire qu'il y a toujours... Alors, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que si on parle des industriels, effectivement, c'est compliqué. Si on parle de la consommation, il y a toujours une amélioration du niveau de vie des Chinois. Il y a des gens qui... Enfin, il y a toujours une amélioration du pouvoir d'achat des Chinois. Donc, on peut effectivement... Là, on vient de traverser une période qui a été assez dure, notamment, donc, ce que nous, on vend, c'est du luxe, des cosmétiques haut de gamme, etc. Le marché a l'air de se stabiliser, la demande a l'air de se stabiliser, mais on a probablement, on n'est pas sur le point de voir la demande exploser à nouveau, mais elle se normalise, elle reprend progressivement. Mais c'est sûr que cette phase un peu Eldorado paraît derrière nous. D'un point de vue industriel, cette montée en gamme technologique fait que les Chinois, dans beaucoup de domaines, nous ont remplacés. Juste pour donner un exemple sectoriel, les Allemands étaient très très forts dans la chimie. Et un des secteurs où, dans les 10 dernières années, la puissance allemande a été remplacée, c'est la chimie. C'est un des secteurs qui a été développé le plus récemment par les Chinois, où ils sont devenus extrêmement compétitifs. Il y a maintenant une surproduction et c'est eux qui font les prix. Et on voit effectivement qu'en plus, avec le choc énergétique qu'on a connu, puisque l'énergie est un intrant important dans la chimie, les industriels européens ont vraiment perdu leur part de marché et ne peuvent plus croître en Chine, de toute façon, puisque la production locale, avec des acteurs locaux, a explosé. Donc oui, la Chine n'est plus un Eldorado pour les industriels européens, il n'est plus un Eldorado non plus pour Mercedes, etc. Ouais. Sans citer de nom. Mais donc l'automobile aussi, c'est devenu un sujet compliqué. Oui, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Donc, ramener ça en pensée de marché, c'est vrai que c'est un vent contraire pour les exportateurs européens très exposés à la demande chinoise. On ne voit pas d'amélioration très nette de ce point de vue-là. Au bémol près, peut-être de la conso, qui se stabilise, qui va un petit peu mieux, mais sans être explosive, mais plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes éligibles, entre guillemets, donc on continue à avoir ça. Bon, mais ça veut dire que pour des groupes européens, si vous avez un concurrent chinois en face de vous sur le marché chinois, c'est terminé, quoi. Terminé, non, je n'irai pas forcément jusque-là. On voit qu'il y a des sociétés qui continuent à tirer leur épingle du jeu avec des savoir-faire très spécifiques, mais on prend par exemple des entreprises allemandes comme Siemens sur vraiment des domaines très spécifiques, mais il n'est pas exclu que dans les 5 années à venir, effectivement, même ces entreprises leaders, avec des savoir-faire très spécifiques, soient progressivement remplacées par des entreprises locales. Alexandre, quelles conséquences sur les marchés vous voyez de cette situation? Et puis le cas d'investissement chinois en tant que tel, c'est vrai qu'il y a eu quand même ce réveil des marchés chinois. La Chine est redevenue investissable pour bon nombre d'investisseurs et de gérants d'actifs, notamment sur l'idée que ce ne sont plus simplement des rivaux technologiques, mais peut-être des leaders déjà
équivalent à ce qu'on peut trouver alors en Europe, sur le plan technologique, mais surtout aux États-Unis également. Oui, mais c'est vrai que les marchés, si on parle que de la partie marché, le rallye qu'on a connu sur les actifs chinois depuis près de 2 ans, il s'est quand même construit sur le fait que la Chine a aussi montré au reste du monde qu'après la phase très idéologique en 2021 et la crise immobilière qui s'est greffée à ça, quand vous avez des valeurs technologiques chinoises qui ont perdu 80%, c'était l'équivalent d'une bulle Internet qui a éclaté en Chine entre 2021 et grosso modo 2023, on s'était dit à un moment donné, on se pose vraiment la question, est-ce que l'idéologie prime sur la partie marché? Moi, à un moment donné, je l'ai pensé, je me suis dit, finalement, est-ce qu'on doit raisonner en tant qu'investisseur européen? Est-ce que la Chine a la même perception de l'importance des marchés? On sait que c'est moins important que pour les marchés américains, mais on se demandait si vraiment ça devenait un peu comme la Russie, on s'en fout des marchés et on va à fond dans le côté idéologique et voire historique. Donc, ce qui était rassurant pour les investisseurs, c'est de voir que la Chine a mis en place des mesures et elle l'a rendu visible. Elle a un petit peu assoupli. Alors, effectivement, ça reste extrêmement rigide, mais elle a un petit peu assoupli certaines règles d'investissement sur les marchés de la part d'investisseurs étrangers. On a un petit peu élargi aussi certains horaires de marché pour les rendre plus accessibles aux Occidentaux. Donc, ça plutôt plu au marché et on se rend compte que la stratégie de soutien, elle se fait strate par strate. C'est-à-dire que c'est plus le flou de stimulus comme en 2015 où c'était les vannes ouvertes. C'est on va chercher d'abord stabiliser l'immobilier quand c'est fait et on passe comme ça aux catégories. Et là, on voit que les discours dans les politiques générales pivote. Alors, effectivement, le rythme va être souvent très progressif, mais ça pivote quand même un peu sur le consommateur. On fait un peu plus référence, en tout cas, dans les, là, je dis pas la doctrine, mais dans les programmes proposés, un peu plus quand même aux consommateurs. Après, il y a des petits signaux, c'est des signaux faibles, mais je pense d'un point de vue bourse, ça peut quand même se travailler sur le secteur auto européen, par exemple. On a vu aujourd'hui, et c'est déjà des bruits qu'on entendait depuis quelques jours, des réunions de 3 ministères aujourd'hui avec les responsables auto chinois pour leur dire arrêtez en gros le jeu de massacre interne. C'est-à-dire que c'est pas seulement un jeu de massacre, une concurrence à l'export. Ils appellent ça involution. C'est-à-dire, il faut à un moment faire baisser un peu l'intensité concurrentielle en interne parce que sinon ça devient contre-productif. Voilà. Il y a 115 nouveaux modèles d'automobiles en Chine. 115. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, si effectivement on cherche à mettre un peu, c'est ça qui doit faire un peu des prix planchers en interne pour que la concurrence soit loyale. Ils veulent une concurrence loyale, disent-ils. Donc probablement que ça va aussi se répercuter un peu sur des prix à l'export qui sont un peu moins agressifs. Et on voit qu'il y a eu des communiqués un peu plus positifs en ce début de semaine, du côté de l'Europe aussi, indiquant qu'on pouvait être en terre d'entente sur les prix de vente minimum lorsque les véhicules étaient importés en Europe. Donc ça, c'est d'un point de vue boursier, quand vous avez le secteur auto qui est un des plus mauvais performeurs l'année dernière sur les marchés, je pense que c'est le genre d'argument un peu contrarien qu'on peut essayer de jouer un petit peu pour acheter de l'auto à la casse. Vous avez des BM, Mercedes ou autres à 5 fois les bénéfices, quand le DAX est à 17 fois j'exagère un peu, d'être à 16-17 fois les bénéfices. Donc il y a quand même des bonnes opérations à tenter de ce côté-là, côté auto-européen, et par ces petits signaux de la Chine, parce que si effectivement elle veut continuer à envoyer massivement de la marchandise, il faut aussi un degré d'acceptation politique en face, et même des citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas non plus un risque, on l'a vu avec des cas de Chine ou autres, si à un moment donné ça devient, c'est perçu comme toxique pour la partie européenne, il peut aussi y avoir des réactions, pas seulement politiques, peut-être un peu citoyennes aussi. Donc il faut que la Chine donne aussi de temps en temps un peu de bouffée d'oxygène à l'Europe, et le secteur auto, il semble qu'il y ait des petites touches comme ça qui commencent à être un petit peu lissées, on arrondit un peu les angles avec l'Europe. Je ne sais pas si l'idée d'un boycott de Chine chez nous est allée très loin quand même, mais bon, la réalité pécuniaire l'emporte quand même. Juste un dernier mot, je vois quand même le secteur auto, c'est quand même un secteur stratégique pour l'Europe d'un point de vue en tout cas politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le secteur est trop en danger, la Chine présente le risque la Chine prend le risque d'avoir une réaction en Europe comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on muscle vraiment le discours et on dise, alors évidemment il y aura un jeu de terres rares en face, mais peut-être qu'il s'expose aussi à un risque de rigidification du discours en Europe qui est plutôt rare, mais attention quand même. D'ailleurs, là, je rebondis aussi sur cette intensification des flux commerciaux chinois vers l'Europe. Anthony, à un moment, on le retrouvait dans la communication de la Banque Centrale Européenne qui évoquait justement un risque de réallocation de ces flux commerciaux avec tout l'aspect déflationniste que ça pouvait avoir chez nous en Europe. Dans le même temps, un euro au plus haut, un taux de change effectif de l'euro qui est au plus haut. Bref, ça peut créer une nouvelle pression déflationniste chez nous en Europe. J'ai l'impression que ça a disparu à ce stade de la communication de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que c'est quand même un phénomène structurel, comme vous le décrivez, qui doit amener la Banque Centrale Européenne à bouger à nouveau à un moment ?
Alors moi je pense que oui, parce que la pression D'accord. déflationniste des prix qui vient de Chine va très Et clairement là, on est dans le mandat. persister. Enfin, je veux dire, on ne Oui, tord pas le surtout mandat. Il y a eu un signe assez marrant, c'est que la balance commerciale bilatérale de la Chine avec l'Europe, donc son excédent qu'elle dégage sur l'Europe, est passé au-dessus de l'excédent qu'elle dégage vis-à-vis des États-Unis. Alors on sait bien qu'il y a une partie qui est reroutée, donc si on retraite, elle dégage toujours plus d'excédent vis-à-vis des États-Unis, mais quand même, c'est un premier signal assez marquant. Et puis pour tirer le trait de ce que disait Alexandre, quand on regarde l'intensité de la concurrence en interne, c'est très difficile pour les Chinois de régler ce problème. Ils acceptent quand même un niveau de perte absolument dingue. On a à peu près 30 à 33% des entreprises en Chine qui ont un résultat net négatif et des banques qui sont mais juste absolument pas rentables. Enfin, nous, on n'accepterait pas que notre système bancaire, ou même aux États-Unis, soit à ces niveaux de profitabilité-là. Mais en même temps, ils dégagent de tels excédents qui peuvent recapitaliser le système. Donc pour l'instant, il n'y a pas de risque de crise financière. C'est tout le paradoxe. On recycle les excédents en interne. Exactement. Et on se pose la question de jusqu'où ça peut tenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer d'avoir des pressions déflationnistes assez importantes. Et au passage, on parlait des colis Chine. On sait qu'en France, par exemple, on ne sait pas les intégrer dans la comptabilité nationale. Les douanes nous disent que ça ne rentre même pas dans le déficit commercial français. Donc, il faut rajouter à notre déficit commercial en biens, Bien sûr. les fameux, alors aujourd'hui c'est à peu près 4 milliards, c'était que quelques millions, mais là quand ça fait 4 milliards, on commence à se dire ce n'est pas rien. Et donc la consommation des ménages français, elle est peut-être un petit peu plus dynamique qu'on le pense, parce qu'on ne sait même pas traiter en fait ces flux-là pour l'instant. Point statistique intéressant, effectivement. Il y a une partie de la consommation qui n'est pas mesurée aujourd'hui en France et peut-être ailleurs. De la Chine au Japon, il n'y a pas, bien sûr. Sophie, chez Dorval AM, et vous l'avez écrit, les équipes l'ont écrit déjà il y a un certain temps, vous croyez à la reflation japonaise. C'est pas un mirage, ce qui se passe là-bas. Alors c'est quelque chose d'assez impressionnant, hein. Effectivement, c'était improbable, mais c'est effectivement un succès. Alors, un yen extrêmement faible, une impulsion budgétaire très très soutenue. Et là, on arrive à un point qui est vraiment intéressant, mais c'est vrai que la Banque du Japon continue à remonter les taux, et il faut qu'elle réussisse cet exercice qui est vraiment périlleux, de continuer à normaliser les conditions financières sans tuer la croissance. Ouais. Donc on arrive effectivement à ce stade où ça devient un petit peu plus tangent. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comment, effectivement, c'est vraiment un cas d'école, comment réussir à résoudre 30 ans de déflation. C'est extrêmement impressionnant. Alors, c'est peut-être un cas d'école pour la Chine, d'ailleurs. Ils vont beaucoup s'inspirer. Ouais. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et l'arrivée de Sanae Takaichi au pouvoir, donc avec la tentation, visiblement, de provoquer de nouvelles élections fortes d'un capital politique. Alors, sur elle, sur le gouvernement, qui est stellaire, à plus de 70%, je crois, de taux d'approbation. Quand on regarde l'approbation du PLD, le parti au pouvoir, bien sûr, on est plus autour de 30 ou 35%. Donc, il y a un grand écart entre elle, ce qu'elle représente aujourd'hui, et le parti dont elle est issue. Mais qu'est-ce qu'elle apporte justement à cette histoire reflationniste japonaise? Est-ce que ça présente un risque quand même à un moment je ne sais pas, vu le niveau de dette, vu les enjeux et les encours sur ces marchés obligataires japonais notamment. Oui, c'est-à-dire qu'on a déjà été exposé à des tensions obligataires japonaises avec des co-mouvements aux États-Unis, en Europe. C'est la courbe la plus pentue du G7. Voilà. Oui, effectivement. Et dans le même temps, les prix de l'immobilier n'arrêtent pas de monter, comme quoi on n'est pas à l'abri d'une surprise. Les Japonais nous surprendront toujours. Mais oui, c'est un facteur d'instabilité. C'est-à-dire que ça a été le cas à l'été 2024, ça peut se reproduire. On peut avoir des mouvements de tension, notamment parce que l'épargne japonaise se dissémine beaucoup sur les marchés internationaux et que le rapatriement de l'épargne éventuellement peut créer de l'instabilité. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on suit avec attention, mais c'est un facteur adverse, éventuellement de scénario adverse. Bon, et donc dans la to-do list de l'investisseur pour 2026, continuer de tirer parti de ce schéma de reflation au Japon, chez Dorval. Comment vous y exposez? Alors, de deux façons. La première façon, c'est les banques. C'est un schéma assez classique, c'est la même chose que ce qu'on vit en Europe. Donc nous, on travaille effectivement des paniers équipondérés de banques européennes et japonaises conjointement. Qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un retour à la rentabilité. La même thèse d'investissement pour vous. Absolument, un retour à la rentabilité après des années de contraintes sur les capitaux, de recapitalisation, de taux d'intérêt sur les prêts qui étaient négatifs, etc. Donc les banques japonaises regagnent de l'argent, payent des dividendes, etc. Donc ça, c'est retour à bonne fortune.
Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument comparable. Et puis après, on a la chaîne de valeur effectivement technologique, tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, des savoir-faire très très précis dans l'électronique et qu'on retrouve dans toute la chaîne de valeur. Alors ça, c'est un point d'interrogation. Bien sûr, puisqu'en fait, on voit que le thème de l'intelligence artificielle cale un petit peu en ce début d'année. Bon, la mémoire est très très vive, mais pour le reste, ça cale un petit peu. On redécouvre d'autres choses. Voilà. Mais disons que l'Asie du Nord reste extrêmement bien positionnée dans cette phase de construction et de mise en place de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Et donc ça reste effectivement un axe porteur. Qu'est-ce que vous dites sur le Japon, Alexandre ? Est-ce qu'il y a encore du potentiel, de la place ? Alors, attention, effectivement, j'imagine que vous êtes couvert de la devise, forcément. Non, mais c'est l'autre phase du Takeshi Trade. C'est le Nikkei a peut-être connu le meilleur démarrage de l'année là, parmi tous les grands indices mondiaux développés. Et dans le même temps, ça nous ramène le dollar yen quasiment à 160. Quoi. Oui, parce que c'est vrai, ce qu'il faut rappeler, une inflation au Japon qui aujourd'hui est plus élevée qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Si on disait ça il y a 10 ans, qui aurait mis une pièce là-dessus ? Donc on a une inflation de 3%, des salaires qui progressent aussi fortement. Donc on est à 0,75, je crois, sur le taux de la Banque du Japon. Il y a de la marge pour relever un petit peu les taux. Enfin, il y a de la marge pour la Banque du Japon. D'un point de vue des opérations purement financières, on avait eu, alors je pense que ça avait purgé une grosse partie ça avait normalisé une partie des excès sur le carry trade. C'est le gros orage qu'on a vu à l'été 2024. 30% de baisse en ligne droite pour le Nikkei. On avait vraiment évacué une bonne partie du carry trade à ce moment-là. Mais pour autant, tout n'avait pas été solide non plus. Ça veut dire que plus la BOJ va relever les taux, et plus en face, effectivement, moi je mettrais bien une pièce sur le fait que la BCE puisse encore aller un peu plus bas cette année sur ses taux, et probablement la Fed aussi. On réduit du coup les écarts de rendement. Taux, Donc, ça, il pourrait y avoir quelques répliques de ça, moins violentes que celles qu'on avait eues en 2024. Mais on a quand même un rallye, il faut bien se rendre compte que c'est un peu l'image qu'on a vu sur les marchés américains. C'est qu'il y avait l'énorme trou d'air, il y avait le carry trade, puis le trou d'air ensuite lié au tarif de Trump, qui avait aussi été un trou d'air de plus de 20% sur le Nikkei, et le rallye qui a suivi s'est fait en ligne droite. Et on a réellement consolidé un mois et demi, avant de remarquer de nouveaux records depuis quelques jours. Ça va être un peu vite, dans la même idée qu'on pourrait penser ça du Nasdaq ou du S&P, et donc besoin à un moment donné de... Voilà, pas de relâcher 30 ou 40, mais de faire des pauses, voilà, un marché. Le Nikkei, c'est très bien le faire. Vous regardez sur des cycles longs, c'est un peu comme sur les métaux ou autres. On est habitué maintenant à des rallyes verticaux depuis plusieurs mois, mais ne pas oublier qu'il y a eu beaucoup de phases où on peut rester des trimestres et des trimestres, ou des années, sous les sommets, mais qui ne sont pas des baisses non plus, des phases très latérales. Et je pense que ça, c'est le genre de choses qu'on pourra avoir, cette phase un peu de normalisation de la politique monétaire, parce qu'il y a aussi plein d'enjeux sur la question du stock d'ETF. Voilà, BOJ, il faut rappeler, contrairement à la BCE ou la Fed, elle a acheté pendant des années, elle a stocké, c'était une des plus grosses acheteuses d'ETF Nikkei 225. Plus de la moitié du marché. Voilà, c'est comme si la BCE avait acheté du CAC 40 ou des DAX. C'est un peu lunaire, mais elle a un stock énorme. Elle ne va pas y toucher du jour au lendemain, mais dans une idée qu'elle puisse un peu normaliser quand même son bilan, il y a les obligations japonaises et peut-être un peu les actions qui seraient peut-être ponctuellement un petit peu relâchées s'il y a besoin. Bon, puisqu'on parle de bilan de banque centrale, parlons aussi du bilan des États de manière générale. Non, mais pour l'instant, le marché est quand même resté... assez bienveillant avec les niveaux d'endettement qui sont proposés par les gouvernants, avec des politiques d'investissement budgétaires, fiscales, qui sont tournées vers l'investissement. Et l'investissement connaît une belle croissance un peu partout dans le monde. Anthony, je parle sous votre contrôle. Est-ce que le sujet de la dette redevient un sujet de 2026 ou est-ce qu'on peut passer encore à travers, j'ai envie de dire, des rendez-vous compliqués pour cette année 2026 ? Je pense qu'il va falloir surveiller les taux longs. Simple raison, c'est que le Japon, on nous promet quand même une politique budgétaire sacrément plus accommodante. En tout cas, c'est pas pour rien qu'elle est quand même très populaire. C'est elle est quand même policy mix qui, au fond, les vannes sont ouvertes. Donc bon, c'est difficile de pas avoir une forte popularité. Je veux dire, tout le monde peut le faire. En France, on est bien placé pour le savoir. Même si des fois le résultat attendu n'est pas toujours. C'est comme l'affaire. À un moment, il y a. mais on finit par s'adapter et à s'habituer. Donc le premier point, c'est que le Japon va probablement avoir besoin de son épargne pour financer davantage son déficit public. Ouais. La Chine, on est sur des niveaux de déficit public à peu près comparables à ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire des niveaux de déficit très élevés. Et puis en Europe, certains pays, alors on a l'Allemagne qui va remettre quand même 20% de plus d'émissions de dette cette année que l'année passée, et puis la France qui a des besoins de financement très importants. Dans ces conditions, c'est souvent les pays qui ont besoin de financement extérieur qui sont exposés. Évidemment, il y a les États-Unis, ça c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. La question, c'est pour l'instant, ils aspirent toujours l'épargne mondiale, et hors gros coups de chaud sur
sur le dollar. On n'a pas le sentiment qu'on soit quand même au bord d'une... Ça peut se tendre un peu, mais bon, ça sera... Je pense que ça va mettre du temps avant de se cristalliser. Par contre, pour certains plus petits pays, évidemment, je pense au nôtre, à la France... Il faut surveiller, parce que si tout le monde a besoin... Enfin, les pays qui, normalement, recyclent des excédents dans le reste du monde, les absorbent pour partie, et puis que les États-Unis continuent à être une espèce de gouffre épargne mondiale, ça va poser question. En tout cas, ça se refinancera, mais probablement sur des niveaux de taux un peu plus élevés. Donc, je serais prudent, parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir des tensions. Et puis, quand on parle de la France, mais c'est vrai d'autres pays, il y a toujours les élections qui ont tendance à mettre un peu de pression sur les spreads. Et nous, en 2027, il ne faut pas rêver. À l'approche des élections, on aura du stress repart financier. pour un tour de tension, bien sûr. C'est très très clair. Pour l'instant, les spreads en Europe sont quand même très resserrés. Donc on voit qu'il n'y a pas de sujet de fragmentation de la zone euro. C'est déjà pas mal parce que là, sinon, il y aurait de quoi s'inquiéter. Mais je pense que la dette publique, ça reste au niveau mondial un sujet. Pas au bord du précipice, mais ça se regardera quand même sur les taux longs sur l'année qui vient. Bon, comment vous regardez effectivement les enjeux obligataires du coup pour cette année 2026, Sophie? Est-ce que le marché a quand même réussi à mettre un prix là où il fallait le mettre sur le risque, les niveaux d'endettement, enfin la bonne prime de risque qui permet aux investisseurs de reprendre un peu de duration, comme on dit, ou est-ce que vous préférez encore rester à l'écart de cette idée-là? Non, tout à fait. Nous, en 2025, on a commencé à revenir sur la duration, et pour des raisons qui sont liées aussi à l'allocation d'actifs. C'est-à-dire que les obligations ont retrouvé une décorrélation vis-à-vis des actions. Donc, en termes de construction de portefeuille, ça présente un intérêt. Et puis, la rémunération, en termes réels, elle est aujourd'hui sur des niveaux qui est beaucoup plus attractifs. On parle de la dette américaine. Effectivement, on a un taux réel aux alentours de 2,5%. On est sur des niveaux qui sont, entre guillemets, confortables, hors dislocation. On n'est pas en train de parler de scénario à catastrophe, où il y a une énorme crise de confiance, sur les États-Unis. Vraiment, là, une remise en question les États-Unis, terre investissable. Si on sort de ce scénario-là, qui est vraiment un scénario adverse, non, on a une rémunération aujourd'hui qui est confortable, enfin qui est plus confortable sur les obligations. Donc de ce point de vue-là, on a réintégré effectivement les obligations dans nos allocations. Pas complètement, mais on a réintégré les obligations. Mais c'est vrai que pour nous, les taux longs, c'est quelque chose qu'on va suivre avec attention, je suis d'accord, parce que c'est vraiment le scénario de déstabilisation. On vient d'en parler avant avec la question japonaise, les effets de contagion. C'est un marché qui est très propice aux effets de contagion entre les différentes zones. Il y a des co-mouvements qui peuvent être assez forts entre les différentes zones. Et donc, on ne sait pas exactement d'où pourrait venir la déstabilisation, mais ça fait partie... il y a deux grands scénarios adverses aujourd'hui. Le consensus, tout le monde est d'accord, l'économie, elle va bien, quoi. Donc là, ça y est, ça s'est plié. Mais à côté de ça, on peut être déçu sur quoi? On peut être déçu sur la croissance. Peut-être qu'effectivement, le taux de chômage se détériore un peu plus. Ça ne prend pas le chemin, mais voilà. Donc ça pourrait être un sujet de déception. Dans ce cas-là, on achète les obliges. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on a la déstabilisation. Et dans ce cas-là, on les vend. Bon. Voilà. Donc on est deux scénarios opposés, du coup, de risques opposés, oui, effectivement. Voilà. Donc on est un peu entre deux eaux, mais disons que nous, dans nos scénarios, on est quand même un petit peu plus inquiet. Enfin, en scénario adverse, on voit quand même un petit peu plus le risque déception que le risque déstabilisation. D'accord. Bon, donc en termes de construction de portefeuille, on va être un petit peu plus... S'il faut classifier les risques, pour vous, c'est quand même celui de voir les taux longs baisser à un moment avec une déception sur la croissance. Avec une déception sur la croissance, plutôt qu'une déstabilisation violente du système financier. Bon, alors du coup, vous les voyez plutôt monter ou baisser les taux longs cette année, Alexandre? Moi, je dirais plutôt, alors sur la partie européenne, le sentiment, quand on voit de l'inflation en France qui est nettement en dessous des objectifs de la BCE, alors la BCE, elle le fait pour le bloc, on est bien d'accord, mais si elle baissait un peu les taux, l'Allemagne, je pense ne serait pas contre non plus pour stimuler un peu. Au moins, en plus, il y a ce boost budgétaire, donc il y a quand même la dette à placer en Allemagne malgré tout. Donc, je verrais quand même plutôt de la probabilité, on peut tous se tromper évidemment, mais qu'il y a plutôt des taux un peu plus souples côté BCE, du coup, qui tirent un petit peu les taux longs à la baisse côté Europe. Après, c'est vrai que c'est intéressant, c'est en tout cas pas de fragmentation. C'est vrai que les investisseurs ont peut-être perdu de vue des graphiques très long terme, mais les niveaux de resserrement des spreads qu'on a depuis maintenant un an et demi, 2 ans, c'est des niveaux qu'on avait quasiment au début de la création de la zone euro, début des années 2000. Et il faut se souvenir que ça s'était largement écarté au moment de la crise des subprimes et puis le paroxysme, crise de la dette en zone euro. Donc on a retrouvé une homogénéité de taux. Le pacte euro a jamais été aussi soudé. Voilà, et ça, je pense, c'est important dans la perspective plutôt moyen terme de considérer beaucoup en termes sur la zone euro. L'euro doit mourir depuis 20 ans, il est toujours là. Et ça, c'est un argument rassurant. C'est-à-dire que la zone euro, même si les perspectives sont bonnes cette année-là, c'est quand même du 1,4, 1,5 qui est prévu. C'est peut-être pas très loin de la croissance américaine. Donc un pacte plutôt stable. Il y a toujours le risque France, effectivement, là-dedans, mais au niveau du pacte global, c'est quand même
bonne croissance prévue, une politique monétaire De la relance. voilà, oui. de la relance, Bah et oui. des taux qui sont arrivés au niveau qu'on voulait, avec une inflation qui est maîtrisée. Donc ça offre quand même des arguments. Alors, moi, la crainte que j'aurais sur la partie, effectivement, c'est plutôt effectivement ce que disait Sophie, sur un peu de contagion. C'est-à-dire, si les États-Unis, dans les mois qui arrivent, c'était beaucoup plus nerveux sur plein de sujets. Historiquement, quand c'est nerveux côté États-Unis, l'Europe peut baisser. Mais dans ce cas-là, je veux vraiment un seuil de base où les actions, par exemple européennes, baisseraient moins que les actions américaines. Je pense vraiment. Et typiquement, ces derniers jours, on le voit d'ailleurs. Hein. C'est un échantillon de 3 jours, mais on voit que la partie européenne tient mieux que la partie américaine sur les actions. Donc, moi, je reste quand même assez confiant sur la partie européenne. Le risque, je le vois plutôt effectivement d'un risque qui viendrait ou des États-Unis ou du Japon, mais pas un risque domestique. Voilà, c'est plutôt comme ça que je verrais les choses. C'est quoi? Alors, j'ai pas toutes les prévisions de tout le monde en tête, mais c'est quoi la fourchette de prévisions que vous avez pour la zone euro en termes de croissance, là, chez Rexecode? On est un tout petit peu en dessous du consensus quand même, donc un peu au-dessus de 1% pour l'ensemble de la zone euro, avec une France qui serait en régime de croisière. Nous, on est autour de 1, c'est-à-dire ça fait 3 ans maintenant qu'on tourne sur notre croissance potentielle ou pas très loin. On croit dans la reprise allemande, mais quand même très progressivement, surtout que les investissements, ça sera beaucoup de dépenses courantes au passage, on connaît l'histoire. En Espagne, faut pas oublier qu'en fait, on a une croissance certes du PIB assez dynamique, mais quand on le rapporte par la population en âge de travailler, en fait, ils surperforment pas la France, donc c'est juste une histoire, il y a plus de monde qui travaille, mais par tête, ils sont pas plus riches, donc ça, c'est un vrai sujet. Faut pas surestimer, je pense, la bonne santé de l'économie espagnole. Par exemple, les gains de productivité sont toujours très déprimés, et puis l'Italie, oui, il y a eu les fonds Next Gen EU qui ont boosté, mais les fondamentaux italiens sont toujours pas très bons. Donc on a quand même une zone euro qui objectivement peut pas délivrer des merveilles. Hein. Ça, je pense, faut être. Donc on reste prudent parce que les fondamentaux au fond n'ont pas beaucoup bougé. Quoi. Puis le rapport Draghi, on voit bien, on n'avance pas énormément dessus. Donc voilà, les défis restent complètement devant nous. Ouais, mais dans le cas de la France, c'est intéressant. Alors, j'imagine 1% de croissance en régime de croisière. On verra ce que la politique nous apporte éventuellement comme surprise. Mais il y a une économie qui s'est quand même un peu désensibilisée du bruit politique. Complètement. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de mesures fiscales, nous, c'est ça le risque qu'on voit. Ouais. C'est si par contre, on ajuste le budget sur les entreprises, alors là, on va voir des choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais pour l'instant, l'incertitude, les entreprises passent leur temps à naviguer en période d'incertitude. Donc, on le voit bien, l'investissement commence à repartir. Nous, on pense qu'il y aura un rebond de l'investissement l'année prochaine. Donc, tant qu'il n'y a pas de mesures budgétaires vraiment très lourdes sur les entreprises, on passera à travers les gouttes. C'est ça le sujet. Et on pourrait même aller un peu au-dessus de 1% en France. Pour l'instant, on ne l'écrit pas en prévision parce que c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est complètement possible. Mais bon, je discutais avec des géants, je ne sais pas si vous étiez, Sophie, au Forum Odo, là, qui se tenait la semaine dernière, je crois, à Lyon, où ils rencontraient je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de small et mid-cap françaises et européennes. Au global, je veux dire, les discours sont plus positifs que ce que la morosité ambiante ou le bruit ambiant sur la France peut laisser paraître. Hein. Oui, il y a l'envie d'avancer, quoi. C'est ce que je retiens un peu de ce qu'on m'a rapporté. Effectivement, mais un commentaire il y général. a quand même une certaine frilosité boursière autour de la question budgétaire française, et on le voit, on l'a vu là cette semaine sur les EFH Vinci. Oui, la construction. Ouais. C'est quand même c'est un frein sur les banques. C'est un frein majeur à la revalorisation des actions françaises. La macro ne suffit pas à rassurer. Non, absolument. Mais pour l'instant, elle tient. Le flou politique a son impact et génère une prime de risque substantielle en fait sur les secteurs qui sont très corrélés à la France. Alors, à l'activité il y a un sujet en France. politique et budgétaire peut-être spécifique à la France, quoique, d'autres pays sont dans cette situation également. Mais ça me fait rebondir également sur... alors, on a beaucoup parlé du secteur de la défense. Il faut avoir du secteur de la défense sur le plan boursier. Mais Alexandre, vous avez suivi comme moi, forcément, dans l'hyperactivisme trumpien de ce début d'année. On essaye de suivre à peu près tout. Mais il y a eu ces quelques mots sur la défense. C'est-à-dire le bâton, on va limiter les dividendes, les retours aux actionnaires, les rachats d'actions, les salaires démesurés au-delà de 5 millions pour les managements de ces groupes de défense qui vivent de la commande publique. Alors après, on annonce évidemment que la commande publique, elle va exploser. Donc tout se remet à niveau, j'allais dire, sur le plan boursier. Mais en Europe, je veux dire, le schéma d'une commande publique qui explose et qui vient nourrir les résultats et la croissance des chiffres d'affaires et des carnets de commandes de ces groupes de défense, il existe de la même manière. Oui, et sachant qu'en
plus, Donc la tentation d'aller à un moment contrôler l'allocation des cash flows, elle va être très grande. Oui, mais sur le secteur de la défense en Europe, on a une visibilité sur 10 ans avec le plan ReArm. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Allemagne va aller pianissimo à son rythme, etc. Mais on sait que ça va quand même se faire. C'est vrai on s'est réveillé, même si effectivement, on va toujours à un rythme qui est trop long pour tout le monde. Mais déjà, les questions de santé post-Covid, on a un petit peu réagi par rapport à ça en termes de questions de souveraineté. Là, évidemment, après l'invasion de l'Ukraine, on réagit aussi un petit peu sur le secteur de la défense. On va quand même sur ce secteur. Il y a quelques subventions à l'échelle européenne sur la partie tech, IA également. Donc il y a quand même il y a des allocations qui se font. Moi, je crois, c'est pour ça que je pense à la défense. Si on se pose la question après des x2, x3, c'est une valeur x4, faut-il tout vendre? On voit qu'il y a un schéma qui s'est mis en place depuis quelques mois, c'est de la consolidation. Ce qui est typique des phases où le marché ne veut pas tout revendre. Et donc, ça veut dire que beaucoup d'investisseurs considèrent que c'est pas une bulle, et j'en fais partie. Et tous les creux qu'on a eu sur Rheinmetall ou autre, des beaux creux de 10, 15, 20%, c'est plutôt buy the dip que vendez tout. Donc voilà, ça fait partie du secteur. Et plus largement, le secteur industriel européen, on voit que certains indices, notamment en Allemagne, des PMI manufacturiers, toujours contracté, mais ça retend un peu plus vers les 50. On sent qu'on n'est pas loin de repasser un point d'expansion. Donc il y a des secteurs comme ça où je pense que l'industrie européenne au sens large, même hors défense, moi je mets une pièce dessus et je mettrai une pièce en parallèle de tous les métaux industriels ou autres. Il y a des patterns de reprise qui sont en train de se mettre en place. Bon, allez, il nous reste 5 minutes pour parler de la Fed, Alexandre. Donc quand on voit les 3 anciens présidents de banque centrale américaine encore vivants signer un texte commun, quand on voit les présidents, secrétaire au Trésor, quand on voit les présidents et les gouverneurs de banque centrale en Europe apporter leur soutien les uns après les autres, on se dit que l'heure est grave. Oui, parce qu'on pensait qu'il y avait un peu de cinéma depuis quelques mois. On pensait que ça avait été un peu évacué, considérant qu'on approchait du terme du mandat. C'était le théâtre auquel il fallait s'habituer. Exactement. Et on rend compte que le push qu'il y a eu là, alors c'est le département de la justice, mais probablement un téléguidé d'un point de vue politique, ça s'inscrit dans une poussée beaucoup plus globale à destination des consommateurs. Affordability, un pouvoir d'achat, tout repose là-dessus. On dit qu'il faut que les institutionnels arrêtent d'acheter les maisons individuelles, même s'ils n'ont que moins de 1% du pas ou 2%. Que c'est pas eux qui font bouger le marché. Sur les cartes de crédit, visiblement, là, on touche à quelque chose d'un peu plus important. C'est un marché de plus d'1 trillion de dollars. Et c'est beaucoup de ressources pour les banques, beaucoup de résultats et de marges. Et c'est là quand on dit le public secteur bancaire, il a surperformé en Europe depuis 2 ans, mais il a aussi très bien marché aux États-Unis. Et typiquement, ce genre de situation pour un investisseur qui était long sur les banques américaines depuis quelques temps, si on s'interroge un peu sur la croissance, 2% prévu, c'est pas non plus délirant pour 2026, et qu'il y a quelques secousses comme ça d'instabilité sur les décisions politiques vis-à-vis des banques, ça peut sur des titres qui sont bien valorisés au niveau bancaire aux États-Unis. Là, effectivement, c'est dans les quelques dizaines de milliards de profits là-dessus, et les valos sont plus tout justifiés. Donc, c'est là qu'on trouve tous ces thèmes de valorisation, à quelle vitesse le marché peut réévaluer, même s'il va assez doucement pour l'instant, mais il peut réévaluer la question des valorisations. Donc, je dirais que le push contre Powell, il s'inscrit, il faut désigner un ennemi du pouvoir d'achat à cause des taux trop élevés de crédit, etc. C'est Jérôme Powell, jetez-lui des cailloux, et en gros, il y a une espèce de un peu de populisme là-dedans, mais ça s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large. Alors, c'est un peu surprenant parce qu'on voit quand même que les derniers chiffres de consommation sont pas mauvais. On a parlé là cet après-midi, ça tient quand même. Donc, c'est le mois de novembre, avant les fêtes, effectivement. C'est vrai que les enquêtes restent très déprimées. Par contre, les enquêtes et tout ce qui touche à l'emploi dans les enquêtes, au prix perçu ou autre, on l'a encore vu sur le Michigan, même le Conference Board. Et donc, il y a quand même peut-être des signaux un peu avancés que ça peut effectivement freiner. Donc, l'administration Trump le voit probablement. Et il y a aussi la question des chèques de $2000 qu'il avait laissé entendre il y a quelques temps. Ça peut être bien perçu pour le pouvoir d'achat, mais attention, on va parler à l'aspect budgétaire, parce que si la cagnotte des droits de douane qui ça va réduire un peu le déficit, on la réalloue, c'est peut-être pas la musique sur le front obligataire pour les questions d'endettement, des montants à lever de dette ou autre. Donc il y a des avantages consommation, il y a peut-être des désavantages côté obligataire. Et, voilà. Donc, surtout qu'elle a déjà servi plusieurs fois, la cagnotte des tarifs, dans la tête de Trump, en tout cas. Donc, et on verra d'ailleurs ce qui reste de cette cagnotte quand la Cour suprême américaine rendra sa décision sur la base légale d'une grande partie des tarifs Trump, et notamment les tarifs réciproques. Sur la Fed, dans quelle mesure c'est grave? Si le marché vraiment pensait que la Fed est en train de capituler face au pouvoir politique, je ne sais pas, on aurait des break-even d'inflation qui s'envoleraient, par exemple, Sophie. Ce n'est pas le cas du tout. Logiquement, en tout cas, si ça crée une défiance tellement forte qu'il y avait un mouvement massif de vente des obligations américaines, oui. On n'en est clairement pas là aujourd'hui. Par contre, c'est quand même un pilier, l'indépendance de la Fed. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. L'indépendance des banques centrales,
On a déjà eu, si les banques centrales sont devenues indépendantes, c'est bien parce que la chose politique et la gestion Le sont-elles monétaire. restées ? On parlait du Japon, on n'a pas parlé du Royaume-Uni, mais on pourrait en parler. Quand même, hein, quand Ouais, même. quand même. Quand même. Enfin, je pense pas. Oui. Je me tourne vers notre Non, mais c'est un débat presque philosophique après. non, quand même. Et Oui, oui. en tout cas, il y a toujours une croyance. Oui, c'est ça. Et cette croyance assure une certaine stabilité. À la fin de la journée, s'il faut être indépendant, on a les moyens d'être encore indépendant. Exactement. C'est ça. Et ça contribue à la stabilité et à la crédibilité aussi du dollar. Ouais. C'est-à-dire que là, effectivement, si on attaque plus directement cette question-là, on tombe effectivement dans le scénario de déstabilisation, mais pour de vrai. Vos commentaires là-dessus, et puis une petite remarque personnelle. La BCE met en avant l'argument de son indépendance pour expliquer aussi pourquoi aujourd'hui elle estime qu'elle n'a pas besoin d'en faire plus. Donc cet argument, et je dis ça dans un contexte où je reçois beaucoup d'économistes qui sont critiques, ou en tout cas qui estiment que la BCE aurait les marges de manœuvre dans le mandat actuel pour en faire plus, ce à quoi elle résiste. Ceux qui, voilà, donc pas où vous citez personnellement, mais la d'autres BCE aussi. pour aller plus Vous loin. n'êtes pas le seul. Mais c'est vrai que si on prend un peu de recul, au fond, Trump, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour du politique au premier plan. Et quand on pense géopolitique, il s'est lancé dans un affrontement alors russo-chinois où il fait face à des puissances qui, en face, n'ont pas de banque centrale indépendante. Donc on rentre dans un jeu musclé où, effectivement, la démocratie en prend plus que pour son grade. Ça pose des vrais sujets, notamment pour la confiance, parce que, heureusement, qu'ils sont quand même, pour l'instant, toujours le gendarme du monde. Mais c'est certain que pour aller vers des conflits plus musclés et puis avoir une forme les mains libres presque pour agir, c'est très compliqué pour lui tant que les institutions ne sont pas à sa main. Et ça pose des vrais risques, très clairement. Mais en même temps, c'est le monde de demain. Je pense qu'on va vers des affrontements qui font que c'est très difficile de garder le modèle qu'on avait. Et en tout cas, il est remis en cause. Et ça pose la question de comment l'Europe vit là-dedans. Ça, c'est certain qu'on est pris en tenaille des deux côtés. Ouais. Mais on essaye de préserver quelque chose quand même, non ? Enfin, c'est ce que Oui, je me dis. c'est ce qui me fait extrêmement peur. Tordre les institutions, vandaliser les institutions, même si c'est pour des objectifs qui peuvent être louables et servir, complètement pourquoi pas l'intérêt général. On essaye de préserver un truc un peu plus bien respirable. Quoi. Et on a beaucoup de mal à montrer que c'est une voie de prospérité et qui est efficace. Enfin, on est quand même une colonie industrielle de la Chine maintenant, une colonie numérique des États-Unis. C'est très très dur. On aimerait pouvoir montrer une voie et on a beaucoup de difficultés. Alors espérons qu'on va la trouver. Mais sincèrement, autant je crois au rebond cyclique à court terme, autant structurellement, la zone euro reste la zone euro. Bon, nous, on va aller chercher la voie du côté des Nordiques dans ce dernier quart d'heure à suivre de Smart Bourse. Merci à vous trois. Anthony Morlet, Lavidali, Eric Secode et BSI Économique, Sophie Chevelier d'Orval AM et Alexandre Baradez, IG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés nordiques. Et nous en parlons avec les spécialistes de Pareto Asset Management. Et c'est Michel Proutot, partenaire chez Pareto AM, qui est avec nous à distance, en visio. Bonsoir Michel, bienvenue. Merci beaucoup de nous parler de ces marchés nordiques, toujours particulièrement riches et intéressants à suivre. Un mot de ce que représente Pareto Asset Management dans l'industrie européenne de la gestion d'actifs. Vous êtes un pur player de ces marchés nordiques, c'est ça Michel ? Oui, bonsoir Grégoire. Oui, tout à fait. On est un acteur local, on peut dire, d'une certaine manière. Alors, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas si on va apporter de la lumière avec les pays nordiques, parce qu'il fait vraiment noir et il y a beaucoup de neige aujourd'hui ici à Oslo. Mais voilà, je vais essayer de m'atteler à vous expliquer pourquoi les pays nordiques peuvent apporter un peu de diversification et de stabilité dans ce monde, effectivement. Donc, Pareto Asset Management. Ouais. Pareto Asset Management, c'est déjà une société de gestion qui fait partie du groupe Pareto. Le groupe Pareto, c'est 1200 personnes à travers le monde, effectivement spécialisées sur les pays nordiques. On fait quasiment une émission obligataire ou une introduction en bourse ou un placement action par jour sur les pays nordiques. Wow. Voilà, et ça fait près de 40 ans que ce groupe financier existe. Et au fil des années, ils ont créé des filiales, dont la filiale d'Asset Management, Pareto Asset Management. On est 90 personnes, essentiellement basées effectivement à Stockholm et à Oslo. Et puis, on gère 11 milliards d'euros, moitié actions, moitié obligations, avec quelques hedge funds également. Voilà.
Donc effectivement, on s'est spécialisé, on est un local player sur les pays nordiques. Et voilà, c'est plutôt intéressant en termes de diversification pour nos Moi, clients. j'ai toujours entendu beaucoup de bien de ces marchés, de la qualité des entreprises qu'on y trouve, de la qualité de la gouvernance, etc. On pourra en discuter. D'ailleurs, parlons-en. Quelles sont un peu les caractéristiques communes qu'on retrouve dans ces grands marchés? Alors, on limite le périmètre, c'est Suède, Norvège, Finlande, Danemark. Ça peut aller un peu plus loin, la zone nordique, mais c'est déjà pas mal, j'imagine, quand on a ces 4 marchés-là en face. Tout à fait, y compris le Groenland d'ailleurs. Et On va en reparler. Bien sûr. Qu'est-ce qui les caractérise de manière assez commune d'ailleurs? Tout à fait. Alors j'ai coutume de dire en fait que les pays nordiques sont à la fois proches de l'Europe continentale d'une certaine manière, mais en même temps assez lointains. Proches, je dirais, géographiquement, mais lointains sur certains éléments qui les caractérisent, effectivement, tous ces pays-là. C'est déjà des éléments culturels, des grandes différences culturelles, je dirais, par rapport au reste de l'Europe. Par exemple, l'élément clé ici, c'est la confiance. La confiance entre les gens, ça permet quand même de faciliter les rapports sociaux, même dans le monde de l'entreprise. Il y a très peu de négociations, je dirais, marchand de tapis ici. Si vous affichez pas vos prix clairement dès le début d'une négociation, c'est plutôt mal parti. Voilà, donc la confiance. Deuxièmement, le collectif. Le collectif prime sur l'individu dans tous ces pays nordiques. C'est ce qui fait leur force. Pour nous, latins, ça peut paraître parfois un petit peu, je dirais, standardisé, mais ça donne vraiment une force impressionnante à ces différents pays. Voilà. Et puis, ce qu'on retrouve très clairement, on le voit régulièrement, la modestie en fait des Nordiques, de manière générale. Ça, c'est lié sans doute à la religion. Le protestantisme est très présent dans tous ces pays-là. Et puis, c'est ce qu'on appelle la Jentolo, qui très clairement énonce qu'il ne faut pas se considérer comme spécial. Chaque individu doit se conformer à une certaine force collective. Donc culturellement, il y a des différences et c'est les points qui rassemblent tous ces pays-là. Autre point qui les rassemble également. Allez-y, je vous en prie, Michel, continuez. Autre point qui les rassemble. Le deuxième point, je voulais dire, c'est la digitalisation. C'est des pays très digitalisés, en fait. On le voit dans les activités quotidiennes, dans le monde professionnel, dans les relations avec les impôts. Vous tapez mon nom sur un site norvégien, vous pouvez quasiment savoir ce que je gagne et combien je paye d'impôts. C'est la digitalisation liée à la transparence, c'est des éléments très importants dans les pays scandinaves. Les hommes politiques sont soumis à un screening très, très, très pointilleux sur leurs activités, sur leurs revenus, sur leurs mœurs. Donc ça, c'est un environnement qui est très très présent sur les pays nordiques. Et ça vient du plus jeune âge, puisque à l'école, on met en valeur justement la confiance en soi, le bien-être, par rapport plutôt à la performance qu'on retrouve dans les pays un peu plus latins. Donc des différences marquantes. Non, mais c'est stage obligatoire pour tout le monde dans les pays nordiques, j'ai envie de dire, Michel. Oui, alors souvent, on me demande pourquoi on n'applique pas ça dans le reste de l'Europe. Après, je pense que l'avantage fondamental des pays nordiques, c'est que c'est des petits pays. C'est des pays de 5 millions d'habitants, voire 10 millions pour la Suède. Donc ça leur donne une agilité exceptionnelle et aussi une nécessité de se confronter au monde international. Vous voyez, une entreprise qui réussit ici, tout de suite, elle est obligée de se positionner sur les marchés mondiaux. Exactement. Vous dites modestie, humilité, mais ambition néanmoins. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu dire de ces entreprises nordiques qu'il y avait, dès le départ, une volonté d'être globale, tant la taille des marchés domestiques était petite. Le marché suédois en est un bon exemple, peut-être. Michel, qu'est-ce qu'on peut dire d'une cote comme le plus gros marché, le marché suédois, par exemple, de sa richesse, de sa profondeur, de son dynamisme aussi? Tout à fait. Le marché suédois, c'est un marché très particulier. Le marché action suédois, d'ailleurs, il y a des représentants de la Commission européenne qui viennent voir un peu le miracle suédois. Je ne sais pas, alors on n'a pas tout à fait le même âge, mais il y a quelques années, on disait quand même que la Suède était la dernière station avant l'URSS, tellement c'était un régime social-démocrate où tout était un peu cadenassé. Et ils ont fait leur mue de façon très avancée. Et c'est devenu un pays très capitaliste. Sachez qu'ici, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur les successions.
Il y a un régime favorable. Si vous ouvrez un compte titre, vous n'avez quasiment pas d'imposition sur les gains en capital ou sur les dividendes. Donc voilà, il y a un écosystème qui a été mis en place, pas du jour au lendemain. Ça fait déjà 15 à 20 ans que les infrastructures ont été mises en place pour favoriser les investissements actions. Et du coup, vous avez 30 à 40% des Suédois qui ont un compte titre investi en actions et en plus qui utilisent des plateformes digitales pour intervenir. Voilà, et ça, c'est du côté investisseur et du côté émetteur. J'aime bien citer ce chiffre-là, le chiffre 501, qui pour tout le monde parle du jean Lévi-Strauss. Mais c'est aussi le nombre d'introductions en bourse sur la Suède sur les 10 dernières années, ce qui est juste remarquable. C'est plus que la France, l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas combinés pour un pays de 10 millions d'habitants. Donc ça vous donne un peu une idée quand même du dynamisme, de la richesse des startups, des PME qui existent dans ce marché-là, sans parler évidemment des large caps qu'on connaît tous, dans différents secteurs. Le secteur industriel est très présent effectivement en Suède, mais aussi la consommation, on connaît H&M, Ikea et d'autres. Et un marché imbattable sur longue période, Michel? Oui, alors ça, j'avais travaillé à la Deutsche Bank et j'ai redécouvert effectivement leur recherche long terme de Jim Reed, que j'adore. Et effectivement, sur 100 ans et sur 50 ans, le marché action suédois bat le marché américain. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai sur les 20 dernières années, même si la technologie et la digitalisation est très présente en Suède. Voilà, il est quand même difficile de faire aussi bien que les Nvidia et autres du marché américain. Ouais, mais 50 et 100 ans, non, mais ça donne quand même la mesure de la performance de ce marché sur longue période. Petit aparté rapide sur le Danemark. Est-ce que l'affaire groenlandaise et le niveau de tension élevé aujourd'hui entre les États-Unis et le Groenland se retrouvent dans le marché danois à Copenhague d'une manière ou d'une autre, Michel ? Alors, je vais reprendre un peu l'expression de l'un de vos invités. C'est si les colis chinois n'ont pas été comptabilisés dans la comptabilité nationale française, il en est un peu de même du Groenland. Paradoxalement, en fait, l'INSEE local n'intègre pas du tout le Groenland dans la comptabilité nationale. Donc, le poids du Groenland au Danemark, il est extrêmement marginal. C'est moins d'1% du PNB. Il y a très peu de présence des entreprises danoises sur cette île. Ça, il faut le reconnaître. Donc, une intervention militaire américaine n'aurait aucun impact quasiment sur l'activité et les résultats à la fois des banques et des corporates danois. En revanche, c'est sûr que le positionnement de cette île, qui est la plus grande au monde, en plein milieu de l'Arctique, voilà, c'est pas anodin. C'est sûr que ça a des enjeux futurs. Et ça pèse peut-être un peu sur le moral des Danois. Il faut quand même savoir que le royaume de Danemark a été une grande puissance historique au niveau européen et a graduellement perdu des territoires. D'abord le sud de la Suède, après la Norvège, après l'Islande, après une partie du Danemark qui a été rattachée à l'Allemagne. Voilà, donc ils sont quand même dans une dynamique de perte de territoire sur plusieurs siècles, alors que voilà, ils avaient précédemment quand même un rôle régional très prestigieux, sans parler même des Vikings dans les années 800 et 900. Un dernier mot, il nous reste une minute, Michel. On n'aura pas le temps de détailler la stratégie de Pareto Asset Management, mais vous reviendrez pour nous expliquer plus précisément votre stratégie d'investissement, parce que du coup, on a parlé de tout, sauf de ça. Non, un mot pour dire que l'aspect crédit, l'investissement en crédit, vous l'avez dit au début, mais c'est quelque chose de très intéressant. On parle beaucoup des bourses nordiques, mais la dimension crédit génère aussi beaucoup d'appétit, Michel. Oui, c'est ce qu'on a mis en avant sur les 8-9 dernières années auprès de nos investisseurs institutionnels français et maintenant patrimoniaux. Le crédit nordique apporte une réelle diversification du fait de son fonctionnement essentiellement à taux variable avec des maturités assez courtes, donc très peu volatiles, et puis avec un pick-up de rendement assez intéressant à risque équivalent par rapport à ce qu'on peut avoir sur le marché européen. Donc, on a vraiment une très, très bonne traction sur ce segment de marché, puisque notre fonds high yield fait 1,7 milliard d'euros, je crois, et puis notre fonds crossover autour de 1 milliard. Donc, voilà, et puis on le voit bien dans les différents rendez-vous qu'on peut avoir dans les territoires de France avec nos partenaires. On sent vraiment un appétit pour cette classe d'actifs. Merci beaucoup, Michel. Merci d'être venu nous raconter ces marchés, ces pays nordiques. Michel Proutot, partenaire chez Pareto Asset Management, qui était
êtes avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.